Entre les cônes des volcans éteints à 2150 mètres d'altitude, Sanaa s'éveille. Étrange capitale qui aurait été créée par Sem, fils de Noé, au lendemain du déluge. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس qui aurait pu être en son temps la capitale du monde. Sanaa enfin qui fait jaillir de la cendre les façades de briques de ces maisons dont l'assemblage dessine un empilement naïf, une sorte d'immense gâteau de pain d'épices et de sucre d'orge dominé par les dizaines de minarets qui émergent des terrasses. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر Depuis la révolution de 1962, Sanaa, l'austère, avec ses 120 000 habitants, délaissée par les imams à qui elle faisait peur, a repris son rôle de capitale politique du Yémen. Et quelques semaines avant sa démission, l'ancien président de la République, le Qadi Ali Riani, nous recevait dans son palais et nous déclarait « Le Yémen est un pays pauvre, mais nous avons l'espoir, suivant les circonstances politiques et économiques qui s'enrichissent, pour pénétrer dans les souks de la capitale. » Tous les défilés se suivent et se ressemblent. Tous les souks du monde ont leurs odeurs d'épices, leurs parfums de cannelle, de gingembre, leurs échoppes encombrées et leurs artisans dont le charme n'est plus inventé. Mais à côté des grainetiers, des fripiers, des bijoutiers, des fabricants de djambia, le poignard yéménite que tous les hommes portent à la ceinture, on trouve ceux qui appartiennent à la catégorie sociale la plus basse de tous ces artisans, puisqu'ils manient le feu et ont donc, par définition, d'étranges rapports avec le diable. Il s'agit des forgerons. Laissant derrière nous Souk al-Malah, le marché du sel, nous traversons toute la vieille ville pour parvenir à Bakchoub, où les tanneurs travaillent le cuir. Le commerce du cuir et des peaux
tient la 3e place dans les exportations du pays, derrière le coton et le café. 1 500 000 pots sont envoyés chaque année vers les États-Unis et vers la Grande-Bretagne. حجر وسيلي سايرة ولا تكوني يا خير وسيلي سايرة يا ما فشول يا كريم Mais derrière le coton, le café, le cuir, le 4e secteur de production du pays est constitué par le kat. De quoi s'agit-il? Le kat est un arbuste toujours vert de la famille du troène, un arbuste qui pousse sur les terrasses et sur les hauts plateaux. Les feuilles et les pousses tendres sont consommées quotidiennement par plus de 90% de la population. L'usage de ce narcotique est extrêmement faible, pour lequel il n'y a strictement aucune accoutumance, va donner lieu à des réunions journalières qui sont en fait beaucoup plus un phénomène social qu'une véritable recherche de la drogue pour elle-même. Et comme la plante doit être consommée fraîche, elle est vendue tôt le matin sur le marché de la capitale. Comment est consommé le kat? On forme une chique la plus volumineuse possible, on boit de l'eau pour extraire le jus des feuilles. Mais la partie de kat, c'est beaucoup plus qu'une simple mastication collective. Elle devient, au-delà de l'ivresse, un moyen d'expression, de discussion, de rencontre. Cet instant privilégié qui va permettre de régler des affaires de toutes sortes. Et on peut considérer que le kat n'est pas une fuite vers un monde meilleur, mais par contre, il appauvrit une population entière pour en enrichir quelques-uns. Pendant ces longues réunions, les ruelles de la vieille cité vont se vider, ne laissant parfois que les brèves visions de ces femmes de la capitale empaquetées dans leur immense voile.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت 8h15, un matin comme les autres, ou presque, dans la rue Abdelmorni, l'artère centrale de la partie neuve de la capitale yéménite. Le cortège funèbre s'est arrêté à la mosquée. Ici, rien de triste, rien de solennel, rien de pompeux, tout est empreint d'une grande simplicité. Mourir un vendredi et être enterré à l'issue de la prière du même jour sera l'assurance pour le défunt d'entrer rapidement au paradis. Et tout le long du trajet, les hommes vont saisir à leur tour les poignées de ce brancard improvisé afin d'accumuler les mérites. Mérites qui leur permettront, pense-t-il, lorsque leur tour sera venu, de pénétrer plus facilement au paradis dans les jardins d'Allah. Mais la plupart du temps, et pour ainsi dire toujours, à la ville comme à la campagne, les funérailles sont menées par les enfants des écoles. Nous en avons été les témoins à diverses reprises, et notamment dans un petit village de montagne, un bourg d'une 50aine d'habitants, où pour la circonstance, le faqih, l'instituteur, était devenu le maître de cérémonie. À l'aube, une femme est morte. Derrière le faqih, les enfants prennent le chemin du cimetière. Au Yémen, comme dans l'ensemble de la péninsule arabique, un mort est toujours mis en terre dans les heures qui suivent le décès. Il n'y a jamais de longue attente ni de longue veillée, et le plus grand des personnages est enterré comme le dernier de ses sujets. Double symbole de cette égalité absolue devant l'éternité et de cette jeunesse, expression de la vie d'un peuple, de son futur, qui guide ceux qu'elle remplace vers leur sépulture. Le petit cimetière à l'extérieur du bourg n'a pas ce caractère sacré qu'on lui attribue parfois, pas de mausolée, des sentiers qui passent au milieu des tombes, et après un dernier arrêt à l'entrée du cimetière, les hommes vont reprendre leur marche, toujours précédés des enfants qui continuent de clamer leur litanie. Vous avez certainement remarqué dans ce cortège l'absence de femmes. En effet, elles ne participent jamais directement à ces cérémonies. Elles préparent le mort et observent le déroulement de l'enterrement depuis les terrasses des maisons voisines.
Pendant la mise en terre, les hommes conservent une toile tendue au-dessus de la tombe afin d'éviter une éventuelle souillure, comme celle qui pourrait être causée par un oiseau de passage par exemple. Une telle souillure les obligerait en effet à reprendre l'ensemble de la cérémonie depuis la préparation du corps jusqu'à l'ensevelissement lui-même. Puis, tout étant terminé, les enfants vont reprendre le chemin de l'école. Bien que remplacée de plus en plus par l'école dite moderne, entre guillemets, l'école coranique n'en a pas moins conservé toute son importance, surtout dans les petits villages où elle a été pendant fort longtemps la base d'alphabétisation des populations. Les petits garçons, les petites filles vont répéter ensemble les versets du livre, les versets du Coran. Ensuite, chacun va calligraphier très soigneusement sur sa planche les caractères du Coran. Et la fin de cet enseignement de base sera marquée pour chaque élève par une petite cérémonie à laquelle participeront l'ensemble des enfants du village. Pour marquer la fin de l'enseignement coranique, tous les enfants de l'école accompagneront le lauréat jusqu'à la maison familiale, montrant ainsi à tous que les études sont terminées. Et le diplômé se trouve ici au milieu de ses camarades, brandissant au-dessus de sa tête sa planchette qu'il a décorée de versets du Coran.